Mes chers camarades, tout d'abord, bon, certains d'entre nous ont des contraintes, donc ne sont plus là, mais je tiens d'abord à vous dire que c'est le premier congrès pour ce qu'on appelle la rentrée scolaire, évidemment, c'est cette période, mais on l'appelle aussi la rentrée sociale parce que c'est à la fin des congés d'été et que tout à chacun se retrouve, en règle générale, au travail, au bureau, dans les ateliers, dans les services. Il y en a qui ne s'arrêtent pas l'été non plus, hein, il ne faut pas l'oublier. Et puis évidemment, les camarades des syndicats, les délégués de nos syndicats, les représentants du personnel, eux-mêmes se retrouvent et reprennent les échanges sur la situation au travail, post-congé, comment se passe la reprise, quelles sont les perspectives positives, les inquiétudes, les difficultés. Et donc, dans cette période, c'est aussi une période où on peut reprendre nos réunions et en particulier les congrès. Je dois vous dire que cette année, septembre, octobre, novembre, décembre vont être chargés pour ce qui nous concerne en congrès. Parce qu'après plus d'un an et demi de situation sous l'emprise de la pandémie, de Covid-19, les restrictions sanitaires, de circulation, de réunions, etc., beaucoup, le vôtre d'ailleurs, a été reporté, beaucoup de congrès ont été reportés, et il y a un embouteillage, donc je vais être beaucoup sur les routes, d'un endroit à l'autre, à traverser la France dans différents sens. Mais somme toute, c'est pas si mal, puisqu'on a une perspective, hein, le 5 octobre, je vais en parler évidemment, et que ça va être jusqu'au 5 octobre une occasion de mobiliser nos troupes. En tout cas, mes chers camarades, je tenais à vous dire que je suis doublement heureux d'être là aujourd'hui. C'est le premier congrès donc, auquel j'assiste durant cette période et je suis déjà enthousiasmé par votre enthousiasme. Une salle comble ce matin et encore à cette heure-ci de 200 camarades de tous les secteurs d'activité, du public, du privé, y compris aide à domicile, des secteurs difficiles, des secteurs où on est inquiet sur les conditions de la rentrée, dans le secteur de l'éducation nationale, où on est inquiet, on va en parler, en dire deux mots, du fait du pass sanitaire, de l'obligation vaccinale, où on est inquiet sur le devenir de l'emploi aussi, parce que restructuration, mauvais signaux dans certains secteurs. Donc, malgré cela, un enthousiasme, c'est ce que j'ai remarqué en arrivant, tout de suite en arrivant. Et puis, on vient de procéder aux élections de la commission exécutive ou administrative avec un fort renouvellement, et je vois aussi des jeunes femmes, nombreuses aussi également, et donc tout cela, moi, me remplit d'enthousiasme, et étant en responsabilité de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, et donc de toutes ces structures, syndicats, unions départementales, fédérations, ça ne pouvait pas mieux démarrer, mes camarades. Donc, merci à vous pour cela, et il va falloir qu'on continue sur cet enthousiasme. Mes chers camarades, je l'ai dit à ceux et celles que vous avez élus membres de la commission administrative. D'ailleurs, il faudra que je vous dise quel est le résultat de la première réunion de la commission administrative. Je leur ai dit et j'ai insisté auprès d'eux sur l'importance du geste qui était le leur de se porter candidat comme membre de cette commission administrative, en insistant sur le fait que la commission administrative, comme son nom l'indique, alors dans d'autres unions départementales on l'appelle commission exécutive, mais c'est la même chose, sa responsabilité c'est d'administrer, on parle souvent des conseils d'administration dans le secteur des entreprises, mais sa responsabilité c'est d'administrer l'union départementale Force Ouvrière tout au long du mandat qui vient, et donc d'endosser la responsabilité de ce que sera l'action conduite par l'union départementale, son organisation, son expression. Et donc, c'est un rôle évidemment important.
Et son premier rôle, d'ailleurs, était d'élire ceux qui, membres du bureau, secrétaires, trésoriers, auront à charge au quotidien, eux-mêmes, d'assurer ce fonctionnement de l'Union départementale Force ouvrière. Et ceux-là, celles-là, vous représentent le Congrès, parce que c'est vous, souverains, qui les avez élus, qu'il allez leur confier d'ailleurs la feuille de route. Vous allez débattre de la résolution qui va donner les grandes lignes de ce que vous attendez, que mettent en œuvre au quotidien en fonction des situations spécifiques, particulières de leurs évolutions dans les années qui viennent. Et donc, vous allez leur donner cette feuille de route. Et vous avez d'ailleurs commencé, c'est notre mode de fonctionnement, par débattre de l'activité dont vous a rendu compte le secrétaire général, de la façon d'avoir géré la trésorerie, les finances de l'organisation, et vous avez voté librement, approuvé, en l'occurrence, ces rapports d'activité et ces rapports financiers. Pourquoi je fais cette longue explication qui peut sembler aller de soi? Parce que justement, ça va de soi, mais je pense que dans un moment tel que celui qu'on connaît aujourd'hui, et depuis, il faut bien le reconnaître, ça n'est pas nouveau, mais ça prend des formes différentes, ça tend parfois à se tendre un peu plus qu'auparavant. Il y a beaucoup d'interrogations sur le fonctionnement de notre démocratie, de la République, beaucoup d'interrogations sur le crédit de la parole publique. Qui faut-il croire, ne pas croire? À qui faut-il faire confiance, ne pas faire confiance? Évidemment, il y a un impact important des réseaux sociaux, et j'ai par exemple été interpellé, j'y reviendrai cet été, par les médias. Ça avait été le cas d'ailleurs au moment des mouvements qu'on avait appelés Gilets jaunes et des manifestations du samedi. On me posait la question, est-ce que ça n'est pas l'expression d'un échec des syndicats? Et là encore, cet an dernier, on me posait la question, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces manifestations du samedi, elles ont remplacé ou pris la place que n'occupent plus les syndicats? Et à chaque fois, j'ai expliqué cela, et vous en êtes l'expression concrète aujourd'hui. Mais le syndicat, il était là, il est là, et il sera là, parce qu'il est là au quotidien. La Confédération Force ouvrière, on ne le dit pas assez parce qu'on l'oublie, mais vous représentez 80 syndicats, la commission des mandats, dans le département. Au niveau national, c'est quelque chose comme 20 000 implantations, la Confédération Force ouvrière. Tu parlais de la représentativité et du résultat formidable que vous avez obtenu en devenant la deuxième organisation syndicale dans ce département. La représentativité, vous savez qu'elle est calculée maintenant tous les 4 ans sur la base des résultats aux élections de représentation du personnel dans les entreprises, les établissements, ce qu'on appelle les CSE aujourd'hui, et autrefois les CE et les délégués du personnel. On a près de 17-18 000 élections qui ont été recensées par la Direction générale du travail pour établir ce résultat au niveau national de la représentativité, où il y avait une liste FO. Ça, pour le secteur privé, ça veut dire qu'il y a 17 à 18 000 implantations Force ouvrière. Alors parfois, c'est peut-être un seul ou une seule camarade délégué qui a pu déposer une liste. Peut-être que les candidats qui ont été élus ou pas élus, mais qui étaient sur la liste en tout cas, n'étaient pas forcément tous adhérents de FO. Ils ont bien voulu, parce qu'ils aiment bien notre délégué ou notre représentant se présenter sur la liste. Et ils lui font confiance. Mais ils ne sont pas encore à passer le cap de devenir adhérents. Il faut essayer de les convaincre dans ces cas-là. Mais, donc ça peut être un ou une, mais dans une autre entreprise, ça va être une section syndicale de 3, 4, 5, 10, 50, 100 adhérents selon la taille de l'entreprise. 20 000 implantations dans ce pays. Et un travail évidemment au quotidien. Mes chers camarades, et Marie-Annick a bien fait de venir expliquer tout à l'heure ce parcours difficile qui a permis qu'elle se trouve rétablie pleinement dans ses droits et qui a été un parcours
où le syndicat a joué un rôle déterminant, ses délégués, ses interventions, ses actions. Et puis, le camarade de l'Union locale de Dreux, Dominique, vous a expliqué, je l'ai expliqué d'ailleurs à la journaliste, le nombre de salariés qui viennent prendre contact avec nous, qui sont envoyés par tel ou tel avocat, par l'inspection du travail. Personne n'en parle de cela. Mais pourquoi ils viennent nous voir? Parce qu'ils ont des soucis. Alors, c'est variable. Ça peut être un problème de salaire, ça peut être un problème de congé, ça un problème de différend avec l'employeur, ça peut être un problème sur l'emploi, un licenciement. Et donc ça, c'est un travail au quotidien et qui est au plus près du terrain. Mais on n'en parle pas de ça, mes chers camarades. Hein? Je vous parle du secteur privé, il faut y ajouter, je parlais de Marie-Annick, mais les implantations dans le secteur de la fonction publique, de l'État, des collectivités territoriales et des services publics d'une manière plus générale. À cet égard, d'ores et déjà, nous y travaillons d'ailleurs au niveau de la Confédération, mais il faut y penser, on a une échéance très importante dans un an, ça sera décembre 2022, l'élection dans la fonction publique. Et là, c'est un enjeu majeur pour Force ouvrière. C'est un peu regrettable, hein, je le dis, on l'a dit souvent depuis la loi de 2008 qui fait que la représentativité syndicale, la capacité d'être représentative, de négocier, est appuyée essentiellement sur l'élection, qui fait qu'on a quand même le sentiment, un peu à l'image, et il faut qu'on évite de tomber dans ce travers d'ailleurs, de ce qui se passe sur le terrain politique, de devenir des structures dont la première des préoccupations, c'est de gagner des élections. Et puis, comme les élections, il y en a... alors c'est vrai qu'elles sont de plus en plus regroupées, notamment depuis qu'on a transformé les CE en CSE et qu'il a fallu organiser les élections dans les entreprises à peu près au même moment, mais on a l'impression quand même qu'au quotidien, on est quasiment à surveiller nos résultats électoraux. Alors, on y est contraint, c'est vrai que ce n'est pas le boulot premier du syndicat, hein, ce que je viens de dire. Le boulot premier du syndicat, c'est est-ce que les salaires, ça va dans l'entreprise? Est-ce que la façon dont le télétravail se met en place ou pas, ça convient? Est-ce que l'emploi, on le préserve? Ou qu'est-ce qui se passe quant au projet de la direction, etc. Donc, mes chers camarades, j'y insiste et je tiens à appuyer là-dessus absolument l'importance de votre présence, de votre engagement aujourd'hui. Il est à la fois déterminant du point de vue de la Confédération, de Force ouvrière, de sa présence, de ses résultats, des résultats qu'elle obtient. Les premiers des résultats qu'il faut obtenir, c'est faire avancer les droits des salariés, et c'est comme ça qu'on est reconnu, et c'est comme ça qu'on progresse. Se défendre collectivement, c'est parce qu'on a la conviction, si vous êtes toutes et tous ici, que seuls on est démunis et qu'ensemble on est plus fort. Et mes chers camarades, je le dis, au-delà de ça, et par rapport à ce que je viens de vous dire, ce qu'est le quotidien, l'action quotidienne du syndicat, ça n'est pas que la manif ou la grève, même si quand c'est nécessaire, on y va, on n'hésite pas, hein, mais c'est ce travail quotidien, et je tiens d'abord, à le souligner, mais vous dire aussi à quel point, je vous parlais de ces 20 000 implantations, votre rôle, il est important du point de vue de la démocratie et de la République, d'une manière plus générale, République dont on tient à ce qu'elle soit porteuse de justice sociale, et c'est tout le sens de notre engagement. Donc, mes chers camarades, je le dis à chaque fois que je passe dans une assemblée générale, une réunion, un congrès de syndicats, soyez fiers de votre engagement, portez haut et fort les couleurs de Force ouvrière, ne soyez pas timides pour le faire savoir, faites-le savoir autour de vous, vous pouvez en être fiers, vous avez les raisons d'en être fiers, et de ce fait, certains d'entre vous ont parlé de développement, eh bien, autour de vous, vous convaincrez évidemment vos collègues de travail, mais pas seulement, dans votre famille, vos amis, eh bien, de la nécessité, de l'importance, eh bien, de rejoindre les rangs de Force ouvrière. Et on en a besoin, mes camarades, donc encore une fois, merci à vous pour cela. Alors, il y a un deuxième point qui est très important de cet égard, c'est, et particulièrement en ce moment, tout l'été a été traversé par les débats sur
Alors il faut séparer deux aspects. Il y a les conditions qui ont été celles décidées par le gouvernement d'accélérer et d'élargir la vaccination, avec l'obligation vaccinale pour les personnes, les salariés en contact de personnes vulnérables, donc particulièrement dans le secteur de la santé. Le camarade de l'hôpital en a parlé tout à l'heure, le camarade des aides à domicile également, je vais y revenir. Donc les conditions dans lesquelles cela a été décidé. Et puis, à côté de ça, mais ça a été greffé là-dessus, évidemment, et ça a été, d'une certaine manière, amplifié par la compréhension de la façon de faire du gouvernement de ce point de vue, est venue à dominer le débat sur la vaccination, le vaccin. Et vous, comme moi, vous avez entendu qu'on entend toutes et son contraire. Alors évidemment, c'est très largement amplifié par les réseaux sociaux, les chaînes d'information continue. Plus personne ne sait, comme on dit, à quel sein se vouer. Et mes chers camarades, on parle beaucoup de l'indépendance de l'organisation syndicale. Vous savez, l'indépendance de l'organisation syndicale, elle se fonde sur le fait que chacune d'entre vous est capable de préserver son libre arbitre, de se faire sa propre idée quand vous débattez entre vous. L'important, c'est que vous vous exprimiez, que vous preniez la parole, ou que, si vous n'avez pas pris la parole le moment venu, vous approuvez ou vous désapprouvez telle ou telle prise de parole et telle ou telle décision, que vous le fassiez en toute connaissance de cause, que vous ne le fassiez pas par facilité ou parce qu'on suit le mouvement d'ensemble, parce que finalement, si tout le monde pense que c'est comme ça, moi aussi. Non. Ce qui est important, quand on parle de l'indépendance de Force ouvrière, c'est que chacune et chacun de nos adhérents participent, prennent part librement. Et quand on dit librement, parce qu'on agite beaucoup liberté, liberté en ce moment, mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot liberté? Librement, ça veut dire en connaissance de cause. Vous savez, on est très attachés, les camarades de l'Éducation nationale, tout à l'heure, est venu expliquer les enjeux, les craintes sur la remise en cause, à la fois de la manière d'instruire, les diplômes, le bac, la manière de gérer le statut, ce qui fait qu'on garantit une instruction égale sur l'ensemble du territoire, à laquelle tout un chacun, chaque enfant a droit et peut accéder à égalité. L'attachement de la Confédération à l'instruction publique vient de son attachement justement à ce que chacun, chacune devienne un citoyen à part entière, libre, conscient. Et nous y participons parce que c'est ce que nous essayons. Alors non pas, évidemment, on ne prend pas en charge l'instruction publique des enfants, mais nous essayons de faire en sorte qu'on a des centres. On a le centre de formation des militants syndicalistes, formation syndicale, faire en sorte que nos camarades, sur pas simplement les matières juridiques, de conseil aux salariés, sur le droit du travail, etc., bien qu'il soit important justement d'être capable de se défendre en tant que salarié face à la façon dont va voir ou interpréter l'employeur, par exemple, hein, mais sur les questions plus larges d'économie, de lien au travail, de rôle du salaire, de ce qu'est la protection sociale, parce que là aussi, on entend tout et son contraire. Rappelez-vous, sur le sujet des retraites, c'était pas simple d'expliquer pourquoi un système universel de retraite par points, dans lequel 1 euro cotisé donnera les mêmes droits, nous y étions opposés. Parce que quand vous dites à tout un chacun universel, 1 euro cotisé donnera les mêmes droits, a priori, c'est plutôt sympathique. Universel, c'est tout le monde, et en plus, d'une certaine manière, équitable. Hein. Donc il a fallu qu'on explique en quoi pas du tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris. Alors, pour simplifier, moi je disais, un système par points, unique, si votre retraite, elle n'est fondée que sur le capital de points que vous êtes capable de constituer tout au long de votre vie active, c'est pas compliqué de comprendre que, puisqu'1 euro cotisé donnera les mêmes droits que petit salaire,
petit capital de points, petite retraite. Et quand le gouvernement essaie de nous dire non, non, c'est un système qui sera plus équitable pour les femmes qui sont pénalisées par le système actuel, on voit bien qu'en moyenne, les femmes ont une pension 20% inférieure à celle des hommes, celles ou ceux qui subissent des interruptions de carrière, votre système, vous voyez bien, il est défaillant, etc. Et nous expliquons, mais non, ce n'est pas notre système et ces régimes, les régimes existants, qui génèrent des inégalités. On est force ouvrière à plus forte raison en devoir de défendre contre cet argument. Pourquoi? Parce qu'on est à l'origine de la sécurité sociale. On a négocié tout au long, on a construit nos régimes de retraite. C'est Force ouvrière qui est à l'origine de la généralisation des retraites complémentaires dans le secteur privé, ce qu'on appelle l'Agirc-Arrco aujourd'hui. Et donc, quand même, si nous avions créé un système qui génère des inégalités, alors là, oui, on serait quand même en difficulté pour se justifier. Mais c'est faux, cela. Et, comme je l'ai dit, pour simplifier, parce qu'on a eu affaire à des débats face à des ministres, j'ai dû débattre sur des radios, des télés, des journalistes, des députés qui se disaient ambassadeurs du projet de système universel de retraite par points du gouvernement, etc. Il a fallu qu'on défasse tous ces arguments et je leur expliquais cela. Nous n'avons pas écrit dans notre système de retraite que les femmes auraient une retraite inférieure à celle des hommes. Ça n'existe nulle part, cela. C'est faux ce que vous dites. Les inégalités en matière de retraite, et y compris le fait que, oui, aujourd'hui encore, majoritairement, les femmes ont, statistiquement, une retraite inférieure à celle des hommes. Elles viennent des inégalités professionnelles, des inégalités de parcours professionnel. Celui qui a du mal à rentrer dans la vie active quand il est jeune, qui n'a qu'un CDD, éventuellement renouvelé une fois, celui, et plus souvent celle, il faut bien le dire, qui subit un emploi qui est scotché au SMIC tout au long de sa carrière, sans perspective d'évolution, à temps partiel. Évidemment, le moment venu, la retraite, elle ne sera pas au niveau. Celui qui, à 50 ans, 55 ans, a perdu son emploi et n'arrive pas à retrouver un emploi, bah évidemment, la retraite, c'est pareil, elle en sera pénalisée. Et puis, au final, bah, on aura du mal à équilibrer le régime dans son ensemble. Donc, ça n'est pas le système, ce n'est pas notre système actuel qui est défaillant, c'est l'emploi. La clé, c'est l'emploi. Et ce que vous faites avec le système universel par points, c'est aggraver encore les conséquences des inégalités de parcours professionnel, parce que s'il faut se constituer chacun son capital de points en fonction de ce que sera les conditions de son travail tout au long de sa vie active, bah vous avez bien compris que si vous n'avez pas résolu a fortiori le problème de l'emploi, ce sera encore pire. Donc, mes chers camarades, on forme les uns les autres à être en capacité de faire valoir nos propres arguments. Donc, ce libre arbitre, cette capacité de débattre en connaissance de cause, il faut que vous le préserviez, la préserviez chacune et chacun d'entre vous. Allez vous former, allez vous renseigner, essayez de comprendre ce que sont les informations. On ne comprend pas tout. Moi, vous savez, je viens justement sur la question de la vaccination. Lorsque on est début juillet, le président de la République invite les confédérations syndicales, les organisations patronales. Le 6 juillet, on est reçu à l'Élysée. Et évidemment, quand c'est comme ça, les journalistes sont informés en amont, parce qu'il y a aussi de la communication autour de cela, hein, on n'est pas dupes. Et nous-mêmes, même si on n'est pas dupes, on fait de la communication aussi, pour essayer de profiter de ces moments pour faire passer nos propres messages publiquement, plus largement, parce qu'on n'a pas toujours facilement accès aux médias. Il faut se lever, il faut se bagarrer pour réussir à avoir un peu de visibilité dans les radios, les télés. On est reçu le 6 juillet. Et donc, ça tourne. Tiens, le président de la République reçoit les syndicats, les organisations patronales. De quoi allez-vous parler? Et rappelez-vous,
on était à ce moment-là, depuis le mois de mai. On pouvait retourner en terrasse, on pouvait retourner ensuite au cinéma, on pouvait même retourner à l'intérieur des restaurants. Et puis le couvre-feu allait être levé. Donc, on sentait ou on semblait être dans une situation où petit à petit la crise sanitaire allait être derrière nous et on allait repartir sur le plan économique, sur le plan social. Donc, évidemment, l'attention se focalisait sur les conséquences en matière économique, en matière sociale, emploi, etc. Et puis, ça je l'ai dit ainsi dans plusieurs médias, à chaque fois qu'il y a des signes de reprise potentielle, éventuelle, on voit le gouvernement, le président de la République, revenir à grands pas avec ses réformes. Réforme des retraites qui avait été suspendue au début de la crise sanitaire, réforme de l'assurance chômage que nous venions de faire suspendre par le Conseil d'État, et donc le président de la République nous reçoit et lui-même, quelques jours auparavant, s'exprime sur le sujet des retraites. Changement de ton quand même, de sa part. Alors j'ai ironisé un peu, bien sûr. Tout d'un coup, il nous disait, bon, finalement, parce qu'ils ont compris que quand même revenir avec le système tel qu'ils voulaient le faire passer, hein, rappelez-vous du 49.3, on n'oubliera pas celui-là, le 29 février, heureusement que c'est tous les 4 ans, hein, les années bissextiles, là, mais le projet dans son ensemble, il savait bien qu'il aurait du mal, pour des raisons d'agenda parlementaire y compris, à le faire revenir tel que, on n'était quand même pas complètement sorti de la crise sanitaire, la situation économique n'est pas stabilisée, etc. Bon. Donc, changement de ton, il reparle de la retraite, mais il modifie un peu le discours, il nous dit, bon, il faut reconnaître que c'était un système extrêmement complexe. Ah ben, c'était pas faute de l'avoir dit. C'était pas faute d'avoir expliqué que c'était pas notre système actuel qui était complexe. Et que quand on nous disait que notre système était injuste ou complexe, et que nous expliquions non, ce n'est pas notre système qui est en cause, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, l'emploi. Bon, et lui-même d'ailleurs se met à nous dire la priorité ou la mère des réformes aujourd'hui, c'est la reprise, l'emploi et la qualité de l'emploi. Donc moi je dis, ben oui, là-dessus il a raison. Il a raison. Donc on est reçu le 6 juillet, et puis on se dit, tout le monde se dit, bon, ben, il va parler des retraites, il va dire ce qu'il veut faire sur les retraites, sur l'assurance chômage. Ok, on y va, et nous, on lui réexplique ce qu'on a à lui dire. Et là, on a senti que tout d'un coup, ça basculait. Pourquoi ? Parce que arrivait à grands pas le variant Delta. Et puis commençait à circuler la question de la vaccination qui n'allait pas assez vite face à l'arrivée du variant Delta qui n'avait pas été prévu. La vaccination avait baissé. Il faut reconnaître que ça avait plutôt fonctionné, on va dire, puisqu'il y avait déjà 30 millions de personnes qui s'étaient faites vacciner à ce moment-là, bien qu'il y avait déjà eu des interrogations, rappelez-vous, au tout début de l'arrivée des vaccins dits à ARN messager, et puis il y a eu surtout ces aléas sur certains des vaccins, l'AstraZeneca qui avait été suspendu dans un temps, puis après autorisé, mais seulement à partir d'un certain âge, donc ça se met un peu le doute, le trouble quand même, et malgré cela, on était à 30 millions de personnes vaccinées. Mais, comme je pense, en tout cas moi c'est l'analyse que j'ai faite à l'époque, qu'on semblait ou on pensait que c'était peut-être derrière nous, puisqu'on avait levé pas mal de restrictions sanitaires. Je pense que l'élan s'était ralenti, spontanément. Les gens se disaient, bon, après tout, maintenant, ça a l'air d'aller, voilà. Sauf, patatras, le variant Delta arrive à fond la caisse, et premier des sujets dont on discute avec le président de la République ce 6 juillet, c'est la question de la vaccination et de la vaccination obligatoire. Ou du moyen, en tout cas, de faire en sorte que la population se fasse vacciner le plus rapidement. Moi, mes chers camarades, et j'en reviens à la question du libre arbitre et de ce que nous sommes, un syndicat. Et du fait qu'un syndicat, ça n'est pas l'intérêt général, c'est l'intérêt particulier des salariés. Nous n'avons pas, nous, compétence, légitimité à défendre l'intérêt des patrons, d'abord, ou des professions libérales, etc. On défend l'intérêt de ceux qui vivent
du salaire contre leur travail, les salariés. Et ça nous va très bien. Bon, déjà, ça fait quand même beaucoup de monde, hein, donc c'est déjà pas mal. Et puis, on sait bien que, vous l'avez vu, hein, cet an dernier, quand on parle salaire, j'avais dit, et on le fait, et on va le faire, le 5 octobre, la question des salaires, on va la mettre au centre, parce que, y compris, on voit bien que, quand même, dès que ça va mieux, ben, les dividendes versés aux actionnaires, ça repart tout de suite, hein, ça n'attend pas. On attend là que le SMIC augmente éventuellement si l'indice de référence fait que, obligatoirement, le gouvernement devra l'augmenter. Par contre, les dividendes, ils n'attendent pas, hein. Le CAC 40, il flirte avec ses niveaux records, bien. Donc, on est à ce moment-là sur ces sujets, et nous, notre rôle, c'est cela, c'est le salaire, la sécu, les retraites, le droit du travail, les discriminations, l'emploi, le service public, ses moyens, etc. Moi, en tant que syndicat, je n'ai pas de compétences sur le vaccin. Je ne peux pas dire si ce vaccin-là ou pas ce vaccin-là, et je n'ai même pas de compétences en matière de décision ou de prescription d'ordre public. Ça n'est pas à nous. Certains syndicats s'y sont prêtés. La CFDT avait signé quelques jours auparavant une tribune avec le MEDEF dans laquelle elle appelait à la vaccination obligatoire des salariés en contact du public. Moi, j'ai expliqué que jamais je ne me positionnerai de cette manière-là. Ça n'est pas au syndicat, il n'a pas compétence, il n'a pas légitimité pour cela. C'est aux autorités scientifiques, aux autorités médicales, il existe déjà des obligations vaccinales, celles qui concernent toute la population, il existe déjà des obligations vaccinales, il y en a existé d'autres d'ailleurs pour les personnels de santé. Et ça relève d'une décision qui se fonde sur l'état de la science, l'état de la connaissance scientifique. Et ça n'est pas aux syndicats d'aller sur ce terrain-là. Par contre, notre rôle, nous, il est quelles sont les conséquences pour les salariés. Je l'ai dit tout cet été. Le rôle du syndicat, a fortiori dans une situation telle que celle que nous connaissons depuis le Covid-19, il est double. Défendre la santé des salariés et, même chose, je l'expliquais, moi, je ne sais pas si tel ou tel masque protège ou non du Covid-19. Je ne savais pas plus s'il fallait 1,50 m, 1 m, 2 mètres de distance physique pour éviter de propager, de contracter le virus. C'est aux scientifiques de nous le dire et à nous de nous assurer, comme dans toute autre matière, en matière de santé et de sécurité au travail, que les moyens sont mis à disposition des salariés, sont mis en œuvre par les employeurs pour protéger la santé et la sécurité des salariés. C'est pour ça qu'on s'est battu pour que celles et ceux, quand c'était le confinement, mais qui continuaient de travailler, à commencer par les personnels de santé, les personnels, votre camarade de l'aide sociale vous disait tout à l'heure, nous on n'avait même pas de masque, on n'était même pas prioritaire, et aujourd'hui on nous demande de nous vacciner dardard. Donc c'est vrai qu'il y a des messages qui ne sont pas compréhensibles. C'est vrai que ça provoque du mécontentement, a fortiori si on vous dit, si ce n'est pas le cas, licencier. Quand on nous disait, comme pour les personnels soignants, vous venez travailler quand même si vous êtes positif, tant que vous n'êtes pas symptomatique. Donc tous ces messages-là, évidemment, ont conduit à attiser, tendre la situation, à faire l'incompréhension. Donc nous n'allons pas participer à cela. Si on se mettait à discuter de la validité de tel ou tel vaccin, mais sur quelle base? Nous, ce qui nous importe, c'est que, et nous l'avions dit, rappelez-vous, à un moment donné, quand le vaccin est arrivé, il fallait prioriser les personnes les plus vulnérables, dans un premier temps, celles les plus à risque, et puis petit à petit, on a ouvert la vaccination à une population plus large. Et il fallait se bagarrer à ce moment-là pour s'assurer que, prioritairement, aient accès à la vaccination les salariés les plus susceptibles, parce qu'en contact de nombreux publics, moi je me rappelle, dans plusieurs congrès ou assemblées générales de l'Union départementale de syndicats FO au printemps, c'était les personnels des cantines qui nous interpellaient en nous disant « mais nous, on demande à pouvoir accéder au vaccin de manière prioritaire, puisqu'on est en contact avec les enfants, qu'on doit gérer les enfants sans masque, etc. » Donc ça se comprend aisément. Notre rôle, il s'arrête là, mais il est déjà important de ce point de vue. Et donc, quand
le gouvernement annonce le pass sanitaire, la vaccination obligatoire, ce qui nous a posé sérieux problème. Et là, c'est notre deuxième rôle, défendre l'emploi, c'est que nous avons refusé. À peine le président de la République avait annoncé le pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour les personnels au contact de publics vulnérables, que la ministre du Travail nous invitait à une réunion les 2 jours suivants pour aller discuter des sanctions pour celles et ceux qui ne disposeraient pas du pass sanitaire ou qui ne seraient pas vaccinés, là où le vaccin deviendrait obligatoire. FO a dit non. Nous, on ne marche pas. On ne va pas aller... Vous venez de prendre une décision qui relève de votre responsabilité et vous nous demandez, nous, d'aller cautionner d'une certaine manière sa mise en œuvre, qui plus est sur la base de sanctions qui touchent à l'emploi des salariés. Rappelez-vous, au départ, c'était licencié et rupture du contrat de travail pour les CDD intérim. Donc, moi, je me suis adressé tout de suite à la ministre du Travail en lui disant « FO ne participera pas à cette réunion ». Et je n'ai pas simplement dit, parce que certains m'ont reproché, alors, méfiez-vous des réseaux sociaux, parce que moi, j'en ai eu des piles, des commentaires, souvent qui vous donnent des leçons sur ce que fait ou ne fait pas le syndicat. Mais la plupart n'ont jamais mis les pieds dans un syndicat. Souvent, ceux qui nous disent « vous feriez mieux de vous battre pour les emplois, les effectifs, les moyens de l'hôpital, que de dire qu'il faut faciliter l'accès à la vaccination ». Sauf que ceux-là, je ne les ai jamais vus quand on s'est battu, on s'est toujours battu sur les emplois, les effectifs à l'hôpital. Donc, prenez garde, on s'exprime dans l'anonymat, sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je vous dis, le libre arbitre, vous savez, c'est prendre la mesure de la parole qui est portée. Toute parole ne se vaut pas. Chacun a le droit de s'exprimer. Quand on s'exprime ici, on se masque, enfin, on se masque pas, si, mais ce que je veux dire, on ne se cache pas, on ne s'exprime pas dans l'anonymat. Mais ici, parce qu'on est libre et indépendant, on est capable d'être d'accord, pas d'accord entre nous, on se le dit, on débat, et on essaye de trouver le terrain sur lequel on se retrouve. Mais on débat sur ce qui est de notre ressort, de notre compétence. Si on se mettait à ouvrir un débat sur tel ou tel vaccin, on n'arriverait jamais à se mettre d'accord, parce que de toute façon, sauf à ce qu'il y ait un expert dans la salle, moi je n'en suis pas, personne n'est capable de dire quoi que ce soit là-dessus. Donc méfiez-vous, quand je parle de libre arbitre, toute parole ne se vaut pas. Il faut savoir d'où vient cette parole, au nom de quoi elle s'exprime, sur quelle base elle est fondée. Est-ce que c'est quelqu'un, un scientifique, pas un scientifique, Donc il faut faire très attention à ça. En tout cas, on a refusé, nous, les modalités, on les a dénoncées. On est la seule confédération syndicale. À peine j'avais écrit que la ministre du Travail m'appelait, Monsieur Verrier, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que vous ne venez pas à la réunion, etc. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, Madame la ministre, je suis désolé, mais moi je ne marche pas là-dedans. Ok, je pense qu'il faut tout mettre en œuvre pour informer, expliquer, rassurer, aller vers ceux qui sont en situation précaire, de pauvreté, pour qu'ils se fassent vacciner. Mais ne nous dites pas, si vous n'êtes pas vacciné, vous serez licencié. On n'a pas eu besoin de ça dans le passé pour mener des campagnes de vaccination larges, et on n'a pas eu besoin de menacer du licenciement à l'époque, quand la vaccination pour l'hépatite B, par exemple, dans le secteur de la santé, était obligatoire. Chacun savait, bien sûr, que le moment où ça devient obligatoire, il faut s'y plier d'une manière ou d'une autre, mais on se donne les moyens de faire que cela se fasse quand on est informé, quand on nous a expliqué, quand on est rassuré. Évidemment, c'est plus difficile dans ces moments présents où on est confronté à des discours qui viennent de tous les côtés. Donc, on a tenu cette position, et mes chers camarades, il y a eu beaucoup de manifs les samedis. Moi, j'ai rien contre le fait que X ou Y pense qu'ils doivent aller manifester. FO, nous n'avons pas considéré que nous pouvions nous joindre au niveau confédéral à ces manifestations, pour des raisons diverses. Des camarades y sont y allés, plus souvent à titre citoyen, parfois à titre syndical, ils n'ont pas toujours été les bienvenus, d'après ce que tu m'as expliqué aussi, mais mes chers camarades, par contre, nous, on a fait notre boulot.
on n'a pas fermé les rideaux et puis bye bye, rendez-vous à la rentrée sociale et sa manif rituelle. Non, on a bagarré et je peux vous dire que si on a fait retirer le licenciement que prévoyait le projet de loi à l'origine, FO y est pour quelque chose, dans le cadre du débat parlementaire, et ce qui a conduit d'ailleurs à ce que le Conseil constitutionnel, au titre du principe d'égalité, sanctionne la rupture du contrat de travail pour ceux qui, en CDD ou en intérim, là n'auraient pas le pass sanitaire, là ne seraient pas vaccinés quand la vaccination est obligatoire. Alors, évidemment, la suspension du contrat de travail, c'est pas viable, hein. Et ça, moi, je l'ai dit tout de suite. Ok, on a fait reculer le gouvernement. Maintenant, on sait bien que si vous menacez de suspendre du contrat de travail et de la rémunération, la sanction, elle est lourde. Salarié, par définition, je vous disais, pour nous, le salarié, c'est celui qui vit de la rémunération de son travail. S'il n'est pas au travail, s'il n'est pas rémunéré, il y a vite un problème, hein, parce que le loyer tombe. Enfin, bon, bref. Donc, on a dénoncé cela et on a dit, et hier, je vous invite d'ailleurs à vous référer à la déclaration de la commission exécutive confédérale. On a débattu toute la journée entre les membres de la commission exécutive confédérale et, bon, on l'avait déjà dit, ça n'a surpris personne. J'ai été interpellé sur des radios, des télés, des interviews diverses et variées. Mais monsieur Verrier, si demain un salarié qui n'a pas le pass sanitaire se retrouve suspendu de son contrat de travail, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le défendre? Je dis oui, je vais le défendre. Parce que mon rôle, il est de défendre les salariés dans leur emploi. Parce que c'est ça le syndicat. Et donc, et d'ailleurs, nombre de syndicats ont pris des dispositions de divers ordres pour éviter qu'on se trouve dans ce type de situation. Tout n'est pas résolu, tout ne sera pas résolu immédiatement. Et on va continuer. Notre fédération FO de la santé est mobilisée avec, évidemment, notre appui, notre soutien sur le sujet pour ce qui est des personnels de santé. Mais voilà, je pense que, encore une fois, j'y insiste, un syndicat, tout un syndicat, rien qu'un syndicat, mais c'est déjà beaucoup, et je voulais démarrer comme cela en vous disant à quel point votre rôle, votre engagement, il est essentiel, important. Alors mes chers camarades, on est maintenant vers le 5 octobre. Le 5 octobre, je l'ai dit, ça n'est pas la journée rituelle de rentrée sociale et puis on fait une manif, flonflon, merguez et au revoir. C'est pas ça le syndicat. En tout cas, c'est pas cette façon que nous concevons, nous, l'action syndicale. Cette année, on a décidé, effectivement, l'année dernière, on avait dit non à la CGT qui avait lancé une journée d'action dès avant l'été d'ailleurs, pour le mois de septembre, donc ça faisait un peu rentrée rituelle programmée à l'avance, sans qu'on sache exactement pourquoi et pourquoi faire, et si elle serait susceptible de donner un résultat d'ailleurs. Alors ça ne veut pas dire que quand on engage une action, on est sûr du résultat, hein. Mais on a fait la démonstration qu'on était capable de peser sur les retraites, mes chers camarades. N'oublions pas quand même, tu l'as rappelé dans ton rapport, le 21 septembre, FO, en 2019, on prend l'initiative du rassemblement à Paris et de la manifestation à Paris, parce qu'on voulait montrer notre détermination et les raisons de notre détermination. Chers camarades, ce que le président de la République appelait la mère des réformes, le système universel de retraite par points, pour le moment, on l'a empêché. Alors, c'est vrai qu'on a peut-être été un peu aidé par la pandémie, mais on avait déjà empêché qu'elle entre en œuvre, alors qu'elle aurait dû entrer en œuvre beaucoup plus tôt si nous n'avions pas été là. Et le moment venu, quand la pandémie est arrivée, elle n'était toujours pas entrée en œuvre. Et du coup, pour le moment, on peut le dire, et moi, je le dis tranquillement parce que je me souviens d'une réunion à Matignon, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, où on redémarrait des concertations, parce qu'il y en a eu des concertations, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de concertations, 2 ans et demi de concertations, le gouvernement n'a jamais su ni expliquer ni convaincre sur son projet. On rencontre le Premier ministre et je lui dis, Monsieur le Premier ministre, on va discuter tranquillement, je vais vous dire ce que je pense du sujet, vous allez me dire que vous êtes convaincu qu'il faut le faire, etc. On va discuter civilement, de manière républicaine, on ne va pas être d'accord, mais je vous dis une chose, Monsieur le Premier ministre, si on peut vous empêcher de mettre en œuvre le système universel de retraite par points, eh bien on vous en empêchera. On peut discuter, mais je vous préviens, voilà quelle est notre position. Bon. Donc, mes chers camarades, on n'est pas sûr de réussir quand on engage une action, mais parfois, quand on s'en donne les moyens, quand on est clair sur ce qu'on veut faire, quand on ne raconte pas du baratin, quand on ne fait pas de la com pour faire de la com, et qu'on convainc le plus largement possible autour de nous de la raison de nous suivre et de se mobiliser, eh bien, on finit par réussir à peser. Et pour le moment, je pense que sur le sujet des retraites, vous savez, à chaque fois que le sujet des retraites revient, on vient chercher FO
qu'est-ce que vous pensez, etc., etc. Pourquoi? Parce que nos interlocuteurs, médias, pouvoirs publics et autres, savent que sur le sujet, on est au point. Il n'y a pas que sur celui-là, mais comme celui-ci a fait beaucoup l'actualité. Alors mes chers camarades, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on n'est pas dupe, le président de la République nous dit maintenant, ça sera partiel, bon, peut-être les régimes spéciaux et puis 1 000 € de retraite de pension minimale. Alors, tout le monde a compris, hein, l'idée c'est d'isoler ceux qui sont en régime spéciaux, c'est une minorité, donc en se disant, bon, comme beaucoup pensent qu'ils sont privilégiés, les autres ne vont pas se mobiliser, c'est un peu le pari. Et puis, on annonce une retraite minimale, une pension minimale à 1 000 €. Donc c'est un progrès hein, pour ceux qui ne les ont pas, etc. Et donc, moi, j'ai quand même été expliqué tout de suite qu'on n'était pas dupes. Le président de la République, le 12 juillet, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les 42 régimes injustes, et donc on va supprimer les régimes spéciaux. Donc ça commence où, ça s'arrête où les régimes spéciaux dans l'esprit du président de la République? Les 42 régimes, quand il les cite, et qu'il associe ensuite la mise en cause des régimes spéciaux, moi, je dis, ne pensez pas qu'il a oublié son objectif d'aller vers un régime unique à terme. Donc c'est les 42 régimes, le régime de base de la sécurité sociale, le code des pensions civiles et militaires des fonctionnaires, qui est in fine en cause, le régime complémentaire Agirc-Arrco, qu'on a construit, nous, FO. Donc, ne pas être dupe là-dessus. Et deuxièmement, il continue sa phrase en disant, et ça c'est l'antienne, hein, maintenant c'est clair, hein, pour ceux qui en doutaient à l'époque, qui nous disaient, on est pour une réforme systémique, mais pas une réforme paramétrique, c'était la CFDT hein, qui essayait de passer entre les gouttes comme ça, là où nous disions, il ne faut pas se faire d'illusions, le système universel par points, c'est une réforme paramétrique entre les mains du gouvernement qui leur permettra demain de peser sur le niveau des pensions et du coup, l'âge effectif de départ à la retraite, si vous n'avez pas une pension satisfaisante à 62 ans, même si vous n'avez pas changé l'âge de 62 ans comme durée de départ de pouvoir faire valoir vos droits à la retraite, si la pension elle n'est pas là, bah, vous serez obligé, comme beaucoup d'ores et déjà aujourd'hui, de continuer de travailler pour pouvoir avoir une retraite à peu près correcte. Donc, si certains se faisaient des illusions, là maintenant c'est clair. Le président de la République ajoute, il faudra travailler plus longtemps et partir plus tard à la retraite. Donc nous n'avons aucune illusion et le 5 octobre, c'est ce que nous avons décidé d'aller dire. Quant aux 1 000 € de pension, nous avions demandé quelles étaient les conditions pour pouvoir bénéficier de ce minimum de pension à 1 000 €. C'est une carrière complète au SMIC, à temps plein. 43 ans au SMIC, à temps plein, vous les avez déjà les 1 000 €. Hein. Donc il n'y a pas de progrès dans l'affaire. Donc, ça on va le dire, l'assurance chômage, on n'est pas d'accord, on l'a suffisamment expliqué, le Conseil d'État nous avait donné raison. Et puis, les services publics, on parlait de l'hôpital, mais il y a beaucoup d'endroits, nos camarades se bagarrent, dans les finances, les bureaux de poste qui ferment, le manque de moyens, et, mes chers camarades, la question des salaires. Les prix augmentent, c'est un moyen de redistribution des richesses, c'est autant qui permet de financer la sécurité sociale, les retraites, l'assurance chômage, et c'est autant ce qu'on gagnera sur les salaires qui ne partira pas dans les dividendes versés aux actionnaires. Alors mes chers camarades, on est dans une période où d'ici le 5 octobre, on met le paquet, il faut que FO soit là, bien là, le 5 octobre, pour dire ce que nous avons à dire, haut et fort, et comme je l'ai dit, on est en période de présidentielle, qui que ce serait qui porterait, évidemment notre interlocuteur premier aujourd'hui, c'est le gouvernement, c'est le patronat, en particulier sur les salaires, qui que ce serait demain qui reviennent avec ces sujets-là, qu'ils sachent quelles sont nos analyses, nos positions, notre détermination. Nous comptons évidemment sur la mobilisation des uns et des autres, en avant vers le 5 octobre, et mes chers camarades, on fera gagner Force ouvrière et on fera gagner les salariés. Merci à vous, bonne fin de congrès.